représentants de l'industrie du taxi afin de calmer les esprits et les inciter à se moderniser. Comprenez-moi bien, le statu quo n'est plus une option viable. Je l'avais dit à l'époque, les taxis de Montréal n'avaient pas gagné de médaille d'or dans le service. Si vos véhicules ne sont pas propres, si vous n'êtes pas capable de prendre des cartes de crédit, vous allez être dépassé par quelqu'un qui va être capable de le faire. Je leur ai demandé de me faire confiance et que j'étais pour travailler pour eux dans une équité. On savait qu'on avait une cour juste parce que nous, on misait sur la légalité, on misait sur le bon sens. Mais pendant que Robert Poetti somme l'industrie du taxi de passer un coup de balai, Hubert met discrètement en œuvre une stratégie afin de contourner le ministre qui lui barre la route. Le 6 août 2015, à 16h, le directeur général d'Hubert et son lobbyiste se rendent au bureau montréalais du cabinet du premier ministre. Ils y rencontrent des conseillers de Philippe Couillard, selon un document transmis en vertu de la loi d'accès à l'information. Cette rencontre s'est tenue à l'insu du ministre Poetti. Vous aviez de l'agenda en accès à l'information. Étiez-vous informé de ça? Non. Je suis étonné, mais moi, je n'ai pas été non seulement invité, mais je n'ai pas participé ou je n'étais pas au courant sur une base officielle. Là, je le vois sur votre document d'agenda. Vous étiez le ministre responsable de ce dossier-là. Et ça se faisait dans votre dos. C'est leur choix de faire ça. J'aurais aimé être informé. De toute évidence, je n'ai pas assisté à l'ensemble des discussions. Si on rencontrait l'opposition, la résistance, on passait tout. On allait au-dessus de la tête de cette personne pour aller voir le Premier ministre ou la personne en charge, pour leur expliquer qu'il fallait réfléchir à deux fois avant d'interdire Uber. Donc vous voulez vraiment vous positionner contre les consommateurs, contre l'innovation technologique, contre votre avenir politique. Nous avons joint le premier ministre de l'époque par visioconférence. Philippe Couillard affirme ne pas avoir été influencé par Uber. Mais je ne garde pas de cette époque-là l'impression d'avoir été soumis à des pressions de l'entreprise. Je demandais aux gens de mon cabinet d'avoir ces rencontres-là et voulaient avoir une bonne connaissance préalable des arguments qu'Uber déployait pour les apprécier à ma propre mesure. En plus de s'adresser directement au cabinet du Premier ministre, Hubert rencontre les dirigeants de la commission jeunesse du Parti libéral, un groupe qui a beaucoup de poids car il détient le tiers des voix des différentes instances du parti. On a notamment parlé avec Hubert, qui nous ont un peu expliqué leur modèle puis leur intention au Québec. Nous, on ne les rencontrait pas nécessairement pour être convaincus de quoi que ce soit. Nous, on réfléchissait vraiment à l'économie collaborative de manière large et pas seulement centrée sur Hubert. Lors du congrès annuel de 2015, la commission jeunesse appelle le gouvernement Couillard à légaliser Uber et les entreprises similaires. Comment le gouvernement s'est d'encadrer la pratique de toute l'économie du partage, pas seulement d'Uber et On parle d'économie du partage, mais il n'y a rien de partage là-dedans. Il y a juste du capitalisme pur et simple. Je dirais qu'au niveau du vocabulaire qui était employé et déployé par Uber, il y avait tout un narratif qui était erroné sur le plan factuel. c'était un leurre, c'était quelque chose de relativement factice, c'était des slogans, des outils de communication pour convaincre une partie de la population, surtout les jeunes, donc les jeunes consommateurs, les jeunes électeurs, les jeunes au sein des partis politiques. À l'automne 2015, malgré les efforts de lobbying déployés par Uber, l'entreprise fait toujours face à une impasse. Mr. David Clough. Uber sort alors l'artillerie lourde et dépêche au Palais des Congrès de Montréal son vice-président responsable des politiques et de la réglementation, David Plouffe, l'ancien chef de campagne de Barack Obama. C'est lui qu'on utilisait quand on avait des négociations difficiles pour un peu bénéficier de l'aura du monde Obama et un peu attirer cette magie vers la marque Uber. With Uber and services like it, you decide when you work. Les gouvernements, même les plus recalcitrants vis-à-vis du modèle d'entreprise d'Uber, étaient toujours très contents de s'asseoir avec David Plouffe pour écouter ce qu'il avait à dire. En entrevue avec Radio-Canada,
discours, David Plouffe est resté vague concernant ses contacts avec les élus québécois. Did you have a conversation directly with Premier Philippe Couillard or the Minister of Transport, Robert Poitiers? Well, I learned a long time in politics to be careful about talking about what meetings you're having or not having out of respect to people. But I think it's clear we'd like to have more dialogue here in Montreal specifically and in the province. David Plouffe obtient l'échange qu'il souhaite avec les hautes sphères du gouvernement québécois à peine un mois plus tard. Selon un document transmis en vertu de la loi d'accès à l'information, le 22 octobre 2015, une conférence téléphonique se déroule entre David Plouffe, Jean-Nicolas Guillemette, et le chef de cabinet de Philippe Couillard, Jean-Louis Dufresne. Encore une fois, il s'agit de discussions auxquelles le ministre responsable du dossier n'est pas invité. On m'avait informé qu'apparemment, il y a des gens au bureau du premier ministre qui parlaient avec Uber de San Francisco, directement avec les grands patrons d'Uber. Moi, j'ai jamais eu de preuves, j'ai jamais eu personne qui a été capable de me prouver ça. Vous le faites aujourd'hui. Philippe Couillard admet aujourd'hui que le ministre Poitiers aurait dû être informé de ces rencontres. La bonne pratique, c'est que lorsque ces réunions se font, que le ministre titulaire, lui aussi, en soit informé. C'est la bonne pratique. Quelques mois plus tard, en janvier 2016, Robert Poitiers reçoit un appel inattendu en provenance du bureau du premier ministre. On m'a dit ça commence à prendre beaucoup de temps, ton dossier, et puis il y en a qui commencent à être tannés. Dans la semaine ou deux qui a suivi, il y a une autre personne qui est venue me voir pour me dire si tu bouges pas, tu vas perdre ton poste. Et là, ouais. Philippe Couillard a choisi de donner un vigoureux coup de barre à son gouvernement. Jacques Daou passe au transport, chassant le ministre Robert Poitiers sur les banquettes arrière. Puis quand ça s'est produit, ben oui, c'est un choc. Je voulais pas détruire Uber X, là. C'est pas ça, là. Je voulais juste que ceci se fasse dans l'ordre, puis dans la légalité, puis dans l'équité. M. Poitiers a été démis de ses fonctions de ministre et que vous avez nommé Jacques Daou. Est-ce que c'est à cause du dossier Uber? Non, absolument pas. D'ailleurs, je ne parle jamais des raisons pour lesquelles le ministre est nommé ou sort du Conseil des ministres ou change de responsabilité. Les chauffeurs de taxi, eux, venaient de perdre leur allié le plus important. On trouvait qu'il se battait en notre faveur contre un mur. Quand il a perdu son emploi, j'ai dit, oh my God, il s'est sacrifié pour nous. Grâce au lanceur d'alerte Mark Megan et au Uber Files, on comprend mieux la partie d'échec à laquelle s'est livrée la multinationale partout dans le monde. Voyons voir comment, au Québec, l'entreprise a mis ses opposants échec et mat. Au début de l'année 2016, les activités d'Uber suscitent de plus en plus la colère des chauffeurs de taxi de Montréal. Ils organisent une manifestation à l'aéroport Trudeau. On avait une bataille à faire, mais c'était même pas une bataille. Une semaine plus tard, au centre-ville, une poignée de manifestants lance des œufs sur un véhicule Uber. À Toronto aussi, les confrontations dangereuses se multiplient. Mais c'est en France que la stratégie d'Uber de s'imposer en dépit des lois suscite les plus vives réactions. Plus de 2000 chauffeurs de taxi se mobilisent à Paris pour manifester contre la multinationale américaine, provoquant une réponse musclée des forces de l'ordre. Selon des textos provenant de la fuite des Uber Files, le PDG de l'entreprise à l'époque, Travis Kalanick, voulait inciter les milliers de chauffeurs Uber à commettre eux aussi des gestes de désobéissance civile malgré les risques de confrontation. Je crois que ça en vaut la peine. La violence garantit le succès, écrit-il à ses collègues, dont Mark Megan. C'était d'une irresponsabilité énorme par rapport aux vies de ces chauffeurs Uber. C'est facile de les instrumentaliser alors qu'on est
au chaud dans son bureau de San Francisco. Donc je trouve que c'est immoral. Selon son porte-parole, Travis Kalanick nie avoir suggéré qu'Uber devrait profiter de la violence au détriment de la sécurité des chauffeurs. En France, Uber faisait face non seulement à des chauffeurs de taxi en furie, mais aussi à un gouvernement hostile qui a adopté une loi très contraignante envers l'entreprise. Mais Uber a un atout de taille. Son chef du lobbying en Europe, Mark Megan, noue des liens privilégiés avec Emmanuel Macron, le futur président qui occupe alors le poste de ministre de l'économie et de l'industrie. Il était parfaitement d'accord avec nos arguments. En privé, il était extrêmement critique de son propre gouvernement par rapport à leur résistance et leur opposition à Uber. Donc c'était un allié vraiment naturel et c'est grâce à lui qu'on a pu continuer nos objectifs en France. Lors de rencontres secrètes dans les bureaux d'Emmanuel Macron à Paris, le ministre s'entend avec Uber sur une stratégie commune. L'entreprise américaine aidera à rédiger en coulisses des amendements à une nouvelle loi moins contraignante. Donc il nous a proposé de travailler avec ses conseillers techniques au sein de son cabinet, ce qu'on a fait de manière extrêmement régulière, de manière très rapprochée, et en fin de compte, on a réussi à obtenir le cadre réglementaire qu'on recherchait. Au Québec aussi, Uber tente d'exercer son influence sur le processus législatif dès l'arrivée de Jacques Daoust au poste de ministre des Transports en 2016. Votre commission parlementaire spécifique sur l'industrie du taxi. Le jour même où Jacques Daoust annonce une commission parlementaire, un dirigeant d'Uber au Canada envoie un courriel à Mark Megan intitulé « Discussion de la stratégie au Québec ». Il écrit « Si vous avez un bon plan d'action pour ce que vous avez fait en France, j'aimerais beaucoup le consulter. » La France était vraiment l'exemple d'un pays qui était extrêmement hostile et on a pu totalement retourner la situation. Ça pouvait peut-être inspirer ou nourrir le travail au Québec. Mon nom est Jean-Nicolas Guillemette, je suis le directeur général de Uber pour le Québec. Si les représentants d'Uber espèrent qu'un changement de ministre va faciliter les choses, la réalité est tout autre en commission parlementaire. Le ministre Daoust est cinglant. Et ce que vous voulez nous dire, c'est tant et aussi longtemps que la loi ne fera pas mon affaire, je ne la respecterai pas. Pour moi, monsieur, c'est inacceptable. Et vous n'êtes pas celui qui va nous imposer le modèle. Écoutez, on va passer à la prochaine question. J'ai pas de commentaires supplémentaires. Uber craint que le nouveau ministre propose une loi qui ne fera pas son affaire. L'entreprise décide alors de le contourner, lui aussi. Dans une lettre adressée au premier ministre Couillard, Uber déplore que ses efforts pour convaincre le ministre n'ont pas porté fruit. L'entreprise réclame de rencontrer le premier ministre avant le dépôt du projet de loi. Le lobbyiste en chef d'Uber et ancien organisateur d'Obama, David Plouffe, obtient un entretien téléphonique avec le bureau du premier ministre 2 jours avant le dépôt du projet de loi. Est-ce qu'il y avait des communications d'information avec mon cabinet? Possible, mais c'est comme ça, monsieur, dans tous les nouveaux projets de loi, dans tous les projets de loi de tout gouvernement. Le 12 mai 2016, Jacques Daoust dépose son projet de loi. Un projet qui vise à légaliser Uber, mais tout en continuant à limiter le nombre total de véhicules pouvant offrir du transport de personnes. Les chauffeurs de taxi, eux, poussent un soupir de soulagement. Donc, oui, on ne pouvait pas fermer la porte à Uber. Donc, on a essayé de cohabiter avec. On a essayé de cohabiter avec. Et puis là, c'était une lueur d'espoir. Mais cet espoir est de courte durée. 2 jours plus tard, pendant le Conseil général du Parti libéral à Drummondville, le président de la commission jeunesse, Jonathan Marleau, mène une attaque en règle contre le projet de loi. Non, le projet de loi n'est pas notre affaire. Puis nous, on a notre rôle aussi en tant que commission jeunesse, c'est évidemment de le dire. Devant l'Assemblée et le premier ministre Couillard, il fait un plaidoyer en faveur d'une loi moins restrictive. Alors j'invite l'ensemble des gens dans la salle à appuyer la résolution sur l'économie du temps. On a été soumis à une pression très, très intense, non seulement de la commission jeunesse, mais d'autres membres du parti. Je pense que, si je me souviens bien, j'avais même été interpellé sur le parquet du Conseil général, où on disait qu'il fallait moderniser ça, qu'il fallait avancer plus vite. Et c'était facile de nous dépeindre à ce moment-là comme étant des gens rétrogrades ou réactionnaires qui n'étaient pas capables de gérer le changement. Et c'est ça la communication qui a été réussie par Uber. À cette époque,
les jeunes libéraux continuent d'avoir des discussions avec Uber en coulisses, confirme Jonathan Marleau. On voulait bien comprendre c'est quoi leur vision à eux, mais on ne voulait surtout pas devenir un peu à leur service ou quoi que ce soit. Parce que nous, notre focus, c'était vraiment de s'assurer qu'on encadre Uber. Donc on voulait voir aussi comment on les encadrer, tout en permettant à ce que les compagnies québécoises puissent émerger par la suite. La commission jeunesse dépose ensuite un mémoire très critique du projet de loi, un cadeau tombé du ciel pour la coalition Avenir Québec. Et je cite le mémoire des jeunes libéraux. Le projet de loi 100 déposé par le gouvernement est un échec. Monsieur le Président, les jeunes libéraux ont fait prendre un méchant coup de vieux au gouvernement libéral hier. Avec l'appui de la CAQ, Uber estime que ses chances de succès augmentent, selon un courriel interne. Mais pour éviter les limites sur le nombre de chauffeurs qu'imposera la nouvelle loi, Uber se cherche une porte de sortie. L'entreprise élabore une stratégie pour convaincre le gouvernement de la laisser poursuivre ses activités grâce à un projet pilote. Le fait d'opérer un projet pilote, ça séduit de plus en plus de consommateurs sur la plateforme et ça nous donnait un levier contre les pouvoirs publics pour leur dire « Vous voyez, votre loi là, elle est pas bonne, voilà, suffisant. » À la dernière minute, un amendement au projet de loi est adopté afin de mettre en place un projet pilote pour Uber, instaurant 2 régimes, un pour les taxis et un autre moins contraignant pour la multinationale américaine. Écoutez, moi, le souvenir que j'ai de ça, c'est qu'on est loin de leur abandonner ce projet. En fait, ils n'étaient pas du tout contents, je peux vous dire ça, là. Et ils n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient. En 2018, la CAQ prend le pouvoir. Puis l'année suivante, adopte une nouvelle loi qui légalise Uber en éliminant plusieurs des restrictions auxquelles l'entreprise faisait encore face. C'est une libéralisation de l'industrie du taxi, donc c'est la fin de l'édifice réglementaire qui existait depuis 70. Ce qui est clair, c'est que Uber est arrivé à ses fins. Donc il a transformé la réglementation à sa mesure. En promettant l'économie du partage à la fois pour les clients et pour les chauffeurs, Uber a réussi à complètement libéraliser l'industrie du taxi. Mais à quel prix pour la population et l'ensemble de l'industrie? Après avoir forcé sa venue au Québec, Uber a transformé le paysage du transport urbain. Mais quelle est la réalité sur le terrain? L'application est populaire et des milliers de Québécois ont décidé d'offrir leur service de chauffeur. Je m'appelle Jean, je suis chauffeur Uber depuis 5 ans. Moi, je fais du Uber parce que c'est plus un hobby. Jean Gagnon est un contractuel pour un cabinet de services Un professionnels. sideline, c'est tout Il est cul, un aussi chauffeur sideline. Uber à temps partiel. Moi, je pense que Uber comme revenu d'appoint, c'est parfait. Comme deuxième travail, c'est parfait. Comme travail principal, c'est pas une vie facile. Oh, majoration, ça ici, c'est une course majorée, voyez-vous, 1.2, course majorée de 20%. Dans la vie d'un chauffeur Uber, c'est pratiquement rien. Ça m'intéresse pas. Le coût de déplacement avec Uber varie selon l'offre et la demande. Pour que ce soit rentable, Jean ne sort de chez lui que lorsque les ondes colorées sur la carte indiquent des prix majorés d'au moins le double. Le matin, je me lève, je regarde la carte la plupart du temps. Est-ce que c'est rouge? Oui, c'est rouge. Let's go, on s'habille, on se fait un café rapidement, puis on espère trouver une course. Lors de tempêtes de neige, par exemple, les prix d'Uber peuvent quadrupler. Une récolte alléchante pour les chauffeurs, mais une facture salée pour les consommateurs dont l'entreprise a peu fait mention dans sa campagne de séduction. Ils vont dire aux clients, ben, ça coûte moins cher, c'est facile, c'est rapide. Mais des fois, la réalité est tout autre. Des fois, Uber coûte vraiment plus cher que les taxis. Puis les
choix d'appeler. Là. Fait qu'une course qui pourrait coûter 30 $, des fois, peut coûter 120 $ à un client. C'est de l'argent. Uber voulait tout et son contraire. Il voulait convaincre les consommateurs que c'était le meilleur service pour le prix le plus bas. Il voulait faire miroiter, faire semblant, faire croire aux chauffeurs qu'ils allaient bien gagner leur vie. Maintenant, on voit la réalité en Europe et ailleurs dans le monde que les chauffeurs, ils sont vraiment exploités. Et donc, quelque part, on a vendu un mensonge. Pour sa part, Jean Gagnon ne se sent pas exploité, mais il constate sur un forum Facebook dont il est le modérateur que bien des chauffeurs Uber de Montréal qui travaillent à temps plein se plaignent de leurs conditions de travail. Uber dit que le revenu médian des chauffeurs à Montréal qui font plus de 20 heures par semaine est de 33 $ de l'heure. Ce nombre ne tient pas compte des frais d'exploitation. Jean est diplômé des HEC et suit de près ses revenus et ses dépenses. Faire du Uber est devenu moins intéressant pour lui récemment. C'était très bon en début de 2022, mais depuis 3-4 mois, c'est pas vraiment bon. C'est pas aussi bon. Tellement que j'ai arrêté d'en faire, pratiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de majoration, puis je me retrouvais à faire un taux horaire de 25 $ de l'heure brut. Ça, c'est avant les coûts d'opération. Fait que 15 $, entre 15 et 20 $ net. Au cours des derniers mois, Uber dit avoir vu le plus grand nombre d'inscriptions de nouveaux chauffeurs au Québec que l'entreprise a enregistré depuis plusieurs années. Jean considère que cet afflux de chauffeurs contribue à la diminution de leurs revenus. Ça rend le travail désagréable, parce que c'est moins payant. On se partage la même tarte, ces chauffeurs-là. Il y a même des chauffeurs de Uber qui ont proposé de mettre une limite de chauffeurs, mais là, c'est comme le retour à l'industrie du taxi, version 2.0. Les propriétaires de taxis disent eux aussi que les revenus sont plus maigres qu'avant en raison de la croissance du nombre de chauffeurs. Maintenant, on ne peut pas vivre en faisant seulement du taxi. On va faire du taxi à temps partiel. De plus, lorsque le gouvernement Legault a légalisé Uber, il a mis fin au système de permis qui permettait de contrôler le nombre de véhicules dans l'industrie du taxi. Ces permis valaient plus de 200 000 $ chacun avant qu'Uber arrive sur le marché québécois. Max-Louis Rosalbert comptait louer son permis de taxi afin d'assurer ses vieux jours, mais ce n'est plus possible. C'était notre poule aux œufs d'or. Mais avec la dernière loi que le gouvernement de M. Legault avait prise, la valeur du permis est à 0. Donc c'est-à-dire que nous n'avons plus de fonds de pension. Plutôt que de profiter de sa retraite, il continue de faire du taxi pour soutenir sa famille, même à l'âge de 76 ans. Il n'a reçu du gouvernement qu'un montant de 75 000 $ provenant d'un programme de compensation mis sur pied à la suite de l'élimination des permis de taxi. À l'échelle de la province, ça représente des dédommagements de plus de 800 millions de $. Somme colossale que le gouvernement récupère petit à petit en imposant des frais d'1 $ sur chaque trajet d'Uber et de taxi. C'est le consommateur qui dédommage le business model d'Uber, qui aide les investisseurs Uber à faire concurrence au taxi. Pour l'introduction d'une nouvelle technologie dans une industrie, c'est très cher. Payé pour l'ensemble de la société québécoise. C'est cher. La campagne de lobbying d'Uber a donc frappé sa cible au Québec. Elle laisse dans son sillage une industrie plus moderne, mais aussi des chauffeurs qui peinent davantage à gagner leur vie. Que tu soyez les bons petits amis. C'est que ça marche.